Ils sortent tout droit de l'imaginaire tordant du romancier britannique John Wyndham et ses enfants sont absolument terrifiants. Ils sont venus au monde 9 mois après qu'un événement mystérieux ait isolé la paisible bourgade de Midwich en Angleterre. Pendant cette terrible nuit, un mystérieux objet argenté est apparu dans le ciel et le petit village sans histoire s'est retrouvé coupé du reste du monde par un réseau de forces invisibles. Cette nuit-là, tout le monde perd conscience et le lendemain, le village anglais retrouve son calme séculaire et sa petite routine normale. Quelques mois plus tard, 31 garçons et 30 filles naissent tous le même jour et à la même heure. Et dès les premières heures déjà, ils font l'objet de curieuses observations puisqu'ils ont des apparences anormales. Les nouveau-nés ont en effet des yeux couleur or, au regard hypnotisant, les cheveux anormalement soyeux, blonds ou argentés, la peau dorée ou métallisée, ils ne ressemblent pas du tout à leurs parents et ils sont beaux et effrayants à la fois. Mais en plus de tout cela, ils sont dotés de pouvoirs surnaturels effroyables. Ils grandissent très vite et leur esprit leur permet d'avoir un contrôle télépathique sur les autres. Mais le pire n'est pas là, car bien qu'ils ne soient pas frères et sœurs, ils se ressemblent tous. Et comme si cela ne suffisait pas, tous ces enfants sont dépourvus de compassion. Bien entendu, au village, on ne tarda pas à évaluer la grandeur du danger qu'il représentait. Cet incroyable roman de science-fiction a inspiré 2 films, Le village des damnés de Wolf Rilla en 1960 et Le village des damnés de John Carpenter en 1995. L'histoire, bien qu'inventée et si poignante qu'à ce jour, ces enfants restent les plus mystérieux du monde cinématographique. D'ailleurs, des enfants mystérieux existent aussi dans la vraie vie, et si vous voulez les voir, restez jusqu'à la fin. Voici les secrets des enfants les plus mystérieux de l'histoire. L'histoire a été témoin jadis de l'apparition mystérieuse d'enfants tout à fait hors du commun dans le village anglais de Woolpit. En effet, en 1150, les habitants de ce village ont fait une découverte surprenante. Ils ont croisé 2 jeunes enfants à la peau verte, à l'apparence très étrange et vêtus de vêtements bizarres. Je vois d'ici les petits blagueurs me dire qu'il s'agissait peut-être d'extraterrestres, mais non, ces enfants étaient bien des êtres humains. Enfin, d'après ce qu'on raconte. Selon Historic UK, ces enfants, qui sont frères et sœurs, ont en fait été repérés rampant hors de l'une des fosses destinées à attraper des loups, pendant que les moissonneurs étaient employés à ramasser les récoltes des champs. Et le moins qu'on puisse dire est qu'ils avaient l'air plutôt particuliers, d'autant plus qu'ils parlaient une langue incompréhensible. Mais ce n'est pas tout. On rapporte aussi que les 2 enfants ont été emmenés un jour chez un certain Sir Richard Calne, qui vivait à proximité, mais que lorsque ce dernier leur avait offert de la nourriture, ils avaient refusé catégoriquement de la manger. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là, car petit à petit, ces enfants ont soudainement fini par perdre leur couleur verdâtre et ont commencé à manger enfin des aliments qui les répulsaient quelque temps auparavant, ce qui évidemment a laissé perplexes les habitants. Malheureusement, plusieurs mois après, le garçon est tombé malade et est décédé. La jeune fille, pour sa part, a continué à s'épanouir sous les soins des villageois. En peu de temps, elle a maîtrisé la langue anglaise et a pu enfin raconter son étrange histoire. Elle disait ainsi venir d'un pays lointain appelé Saint-Martin. Un jour, alors qu'elle était avec son frère en train de nourrir les troupeaux de leur père dans les champs, ils ont tous les 2 entendu un grand son provenant vraisemblablement de cloches. Ils étaient si fascinés par le son qu'ils ont continué à le suivre jusqu'à ce qu'ils se soient retrouvés subitement près du piège à loups où ils ont été découverts. On apprendra après un interrogatoire plus approfondi que son pays était chrétien mais qu'il était différent de l'Angleterre. Plus étrange encore, c'est que là d'où elle venait, le soleil ne brillait pas, il régnait en fait une lumière crépusculaire. Et c'est à peu près tout ce que l'on aura pu soutirer de la bouche de cet enfant. Mais alors, pour quelle raison ces 2 enfants avaient-ils une peau verte, diriez-vous? Eh bien, si certains pensent qu'il s'agissait d'extraterrestres, d'autres ont des théories plus réalistes, comme le fait que ces enfants auraient pu être empoisonnés à l'arsenic et laissés pour morts, d'où la couleur verte de leur peau. Ou que cela pouvait être la chlorose résultant d'une malnutrition, ce qui concorde parfaitement avec le fait qu'ils ne mangeaient pas les aliments qu'on leur proposait au début. Et c'est ce qui explique aussi qu'avec le temps, la couleur verte a fini par se résorber à mesure que leur alimentation s'améliorait. Mais Historic UK vient avec une autre explication. Il note que ces enfants pourraient avoir été des enfants d'immigrants flamands, lesquels auraient été tués par le roi Stephen ou le roi Henri II. Ainsi, la langue indéchiffrable des enfants aurait pu tout simplement être du néerlandais. Quant au crépuscule qu'ils avaient décrit, celui-ci aurait pu être l'obscurité feuillue de la forêt voisine de Thetford. Quoi qu'il en soit, si beaucoup continuent encore à tenter de trouver une réponse à ce mystère, d'autres remettent en question l'existence même de ces enfants. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On part pour le 19e siècle cette fois avec le mystérieux prince perdu Caspar Hauser. Il serait né le 30 avril 1812 et mort le 17 décembre 1833 et il est connu pour avoir été orphelin. Ses origines obscures ainsi que son décès mystérieux ont fait l'objet d'un grand scandale et son affaire continue encore à ce jour à secouer l'opinion de plusieurs historiens, criminologues et artistes européens. Voici son histoire. Le 16 mai 1828, à Nuremberg, en Allemagne, un cordonnier et un maître bottier sortant d'une taverne voient venir de la rue de la Fosse des Ours un jeune garçon de 15 ans, fatigué, titubant, gémissant de façon incompréhensible. Il tient dans sa main 2 lettres qu'il leur tend.
La première missive écrite en gothique est adressée au capitaine commandant le 4e régiment de chevaux légers. Truffée d'erreurs de langue, celle-ci recommande à ses bons soins un jeune garçon qui voudrait servir fidèlement son roi. Son auteur, qui est d'ailleurs anonyme, affirme dans les lignes que c'est lui qui a élevé le garçon en catimini. La deuxième lettre, écrite cette fois-ci en lettres romaines, ajoute plus de mystère à la première, puisque c'est elle qui aurait été confiée en 1812 à ce tuteur anonyme par la propre mère du garçon. Mais quelque chose sonne faux, puisque les deux lettres semblent avoir été écrites par la même main, sur le même papier, et qui plus est avec la même encre. Les deux hommes accompagnent alors le garçon chez le capitaine, mais absent, c'est sa femme qui les reçoit. On lui sert à boire et à manger, mais l'adolescent ne demande qu'à dormir. Il dormira cette nuit-là sur la litière de paille qu'on lui dispose à l'écurie. Une fois réveillé, la seule information que l'on arrive à lui soutirer est son nom et son prénom. Il s'appelle Kaspar Hauser. Kaspar ne connaît que 100 mots usuels et semble provenir d'une terre isolée. Il est tout de même capable de s'exprimer et est habitué à la présence humaine, mais ce n'est pas non plus le plus sociable du monde. Quoi qu'il en soit, après avoir été incarcéré quelques jours puis libéré, Kaspar a été confié à la garde du professeur d'école et poète George Friedrich Daumer. C'est avec lui qu'il apprendra à lire, à écrire et à dessiner. Au fil des jours, le jeune homme commencera enfin à parler de son passé. Il lui fera donc comprendre, tant bien que mal, qu'il avait été séquestré et maltraité dans un donjon avec 2 chevaux en bois avec lesquels il a joué pendant des années. Il parlera surtout d'une nounou qui s'occupait de lui quand il était petit. Devant une telle révélation, Daumer pense alors que l'enfant est le rejeton gênant de personnalités connues. Il tente alors d'établir la liste des enfants de familles princières susceptibles d'avoir été dérobés à la naissance une quinzaine d'années plus tôt. C'est ainsi que son enquête le mène à la piste du prince héritier de la cour de Bade. Le 17 octobre 1829, coup de théâtre. Des individus masqués ont attaqué le jeune garçon après avoir pénétré de force dans sa chambre. Ils lui ont administré plusieurs coups de hache. Ce faisant, ils l'ont blessé au front mais ont pris la fuite, le laissant inanimé dans son sang. Après cette agression, Kaspar Hauser a été transféré dans la demeure d'un juge assistant Gottlieb von Tütscher. Le roi Louis Ier de Bavière intervient de son côté pour qu'il bénéficie d'une protection policière. Mais voilà que le 3 avril 1830, l'inconnu de Nuremberg est de nouveau victime d'une agression, cette fois-ci à l'arme à feu. Il en ressort superficiellement blessé à la tempe. On commence alors à jaser et à se demander s'il n'était pas recherché ou si quelqu'un ne voulait pas sa peau. Le mystère de Kaspar Hauser s'épaissit donc davantage. D'autant plus que le 14 décembre 1833, rebelote, Kaspar rentre chez son nouveau tuteur prénommé Meyer, complètement mortifié, la chemise souillée de sang, le souffle court, en prétendant avoir été encore une fois agressé par un inconnu. Il raconte, entre autres, que son agresseur l'avait frappé à l'arme blanche, ce qui s'est avéré vrai puisque, sous son mamelon gauche, il y avait bel et bien une blessure. Une fois de trop qui nourrit immanquablement les soupçons de ceux qui confortent l'hypothèse que Kaspar ait lui-même organisé ces mises en scène maladroites, dont l'une lui a été fatale. Oui, parce qu'il est mort 2 jours plus tard à cause de complications hépatiques et de fièvre infectieuse des suites de sa blessure. Finalement, on ne saura jamais vraiment qui a été Kaspar Hauser, ni ce qu'il voulait vraiment. Ce dernier a emporté ses secrets dans sa tombe et personne n'a vraiment donné une explication cohérente à cette affaire mystérieuse. La seule certitude qui a émergé depuis est que Kaspar n'avait pas de sang royal et encore moins celui de Stéphanie de Bade. Selon certains, Kaspar était l'enfant abandonné d'un occupant bavarois du Tyrol. Selon d'autres avis, c'était celui d'un cavalier hongrois et une autre théorie prétend qu'il aurait été le fils caché d'un prêtre. À la fin des années 1800, dans un orphelinat de Mackay, en Australie, environ 19 enfants sont décédés dans des circonstances dramatiques et surtout très mystérieuses. Tous seraient morts à cause du paludisme, selon ce qui a été rapporté. Mais que s'est-il vraiment passé? Faisons un bond vers le passé pour le découvrir. L'orphelinat Saint-Joseph avait vu le jour en 1874 dans le but d'abriter des enfants orphelins et abandonnés sur un site du nord de Mackay, aujourd'hui connu sous le nom de Bukasia. Mais en 1885, les médecins et les inspecteurs ont commencé à remarquer une hausse importante du nombre de décès d'enfants et de maladies au sein de l'établissement. Ainsi, les enfants survivants ont dû être transférés dans un orphelinat de Rockhampton. Certaines sources rapportent qu'au total, 19 enfants auraient perdu la vie dans cet orphelinat, et d'autres arrondissent le nombre à 23 environ. Quoi qu'il en soit, les chiffres étaient déjà assez importants pour que l'on s'interroge sur les causes des décès, d'autant plus que 10 enfants ont perdu la vie dans les 6 mois suivant leur déménagement à Rockhampton, ce qui représente plus d'un quart des 126 orphelins habitant Saint-Joseph. L'orphelinat étant construit tout près d'un marécage, on aurait alors jeté la faute sur le paludisme. Mais ce n'est pas là le plus inquiétant. Le plus mystérieux dans l'affaire est que le lieu de sépulture de ces 19 enfants est encore à ce jour inconnu. Nous savons tous que la tradition chrétienne exige que les enterrements aient lieu sur un terrain consacré, c'est-à-dire un vrai cimetière où reposeraient les enfants avec chacun sa pierre tombale. Et le fait que l'on ne connaisse pas l'endroit où reposent ces enfants suggérerait qu'ils auraient peut-être été inhumés, ensemble, dans une fosse commune, ou même très loin de l'orphelinat. D'autant plus qu'à l'époque, le paludisme n'était pas très connu et l'on avait peut-être peur d'éventuelles contaminations. Une autre explication voudrait que l'orphelinat n'ait peut-être pas eu les fonds suffisants pour acheter des pierres tombales pour les enfants.
Une autre hypothèse, plus macabre, invite à se poser les questions sur les vraies causes des décès. Serait-ce vraiment à cause du paludisme qu'ils ont trouvé la mort ou ces pauvres enfants sont décédés dans des circonstances plus horrifiantes et qu'à cause de cela, les auteurs ont préféré faire disparaître les corps de façon mystérieuse? L'historien de Mackay, Doug Peterson, a fait de cette affaire un vrai projet personnel et s'est battu pendant longtemps pour rendre hommage à ses enfants décédés dans le silence et dans le secret le plus absolu. Dans son livre, l'historien a déclaré qu'il espérait que le mystère du cimetière perdu serait résolu, mais malheureusement il reste encore entier. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces enfants mystérieux et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.